Le président Kennedy et les panafricanistes. Le 22 novembre 1963, à l'annonce de l'assassinat de Kennedy, la nouvelle sème l'effroi dans le monde entier. Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Sékou Touré et tous les nationalistes africains sont consternés. L'Algérie décrète une semaine de deuil national. Le président Nasser, en Égypte, ordonne à la télévision nationale de diffuser les obsèques, à 4 reprises. La plupart des États africains ont mis leur drapeau en berne. Dans quasiment toutes les capitales des pays africains, des rues, avenues et boulevards sont baptisés au nom de Kennedy. L'aurait-il fait pour un autre président américain, à part peut-être Lincoln ou Roosevelt? Je ne le pense pas. Quoi qu'il en soit, le continent africain est bouleversé par la mort de Kennedy, sauf les Belges du Katanga au Congo. Dans les bars d'Élisabethville, on danse, on boit pour fêter la mort de Kennedy. Il est vrai qu'un an plus tôt, le président américain a fait échouer la sécession katangaise en faisant boycotter le cuivre et le cobalt de la riche province. Dans la future Lubumbashi, ce sont les mêmes festoyeurs qui ont lynché Patrice Lumumba, en janvier 1961, qui fêtait la mort du président américain en 1963. Même Castro, Guevara, Khrouchtchev, qu'on ne peut soupçonner d'une quelconque sympathie ou d'une quelconque sensiblerie à l'égard du président américain, étaient littéralement affligés par la mort de Kennedy. Certes, il était leur ennemi, mais un ennemi loyal. Kennedy, Lumumba. En 3 ans à peine, 2 visionnaires, 2 hommes d'État, 2 combattants de la liberté, 2 hommes intègres, viennent d'être abattus par les défenseurs de l'ordre établi et par les pillards et fossoyeurs de l'humanité. Kennedy, un visionnaire? Dans les années 1940, Kennedy, qui n'est alors qu'un jeune député démocrate, ne s'intéresse pas du tout au continent africain. Mais, en septembre 1951, il fait une tournée en Asie, qui le mène en Inde, où il rencontre le premier ministre indien Nehru, qui sera plus tard un membre fondateur du mouvement des non-alignés. C'est là que Kennedy prend conscience de la force irrésistible du nationalisme des peuples du tiers-monde. En bon disciple de Roosevelt, l'ennemi intime de De Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, il voit aussi une belle occasion qu'il peut saisir en évinçant d'abord la France et l'Angleterre de l'Afrique et de l'Asie et distancer les Soviétiques sur ces continents. Kennedy, grand lecteur de l'histoire romaine, veut donner à l'Empire américain une longévité de 1000 ans. Pour cela, mieux vaut se constituer des alliés, en aidant les peuples d'Afrique et d'Asie à s'émanciper dans des rapports d'égal à égal et de gagnant-gagnant. Il a compris que les politiques impérialistes et discriminatoires, de dominés mises en œuvre par les Britanniques et les Français dans leurs colonies ne sont pas faites pour durer et qu'elles ont atteint leurs limites avec l'apparition des partis politiques nationalistes ou, pire encore, des panafricanistes sur le continent africain qui sont prêts à prendre les armes et à se battre. Kennedy et la fin du colonialisme. En avril 1954, alors qu'il est désormais sénateur, John Fitzgerald Kennedy, JFK, met en garde le président Eisenhower contre une aide militaire américaine aux soldats français en Indochine durant la bataille de Dien Bien Phu. En mars 1957, le vice-président, Richard Nixon, de retour des cérémonies d'indépendance au Ghana, où il a rencontré longuement Nkrumah, rédige un rapport confidentiel qui annonce la fin du colonialisme en Afrique. Kennedy est démocrate, Nixon est républicain. Mais les 2 hommes se côtoient et se respectent. À la lecture du rapport de Nixon, Kennedy comprend que le vent de l'histoire souffle sur l'Afrique. En juillet 1957, Kennedy prononce au Sénat un discours qui fera date. De ce fameux discours en faveur de l'indépendance de l'Algérie, il reste au moins une phrase culte, je cite, « La plus puissante force du monde n'est ni le communisme, ni le capitalisme, ni la bombe H, c'est l'éternelle aspiration à être libre et indépendant contre l'impérialisme. » Ce discours est d'autant plus fondateur que le futur président américain y pose les bases de sa future politique, je cite Kennedy, « Au lieu d'abandonner le nationalisme africain aux agitateurs anti-occidentaux et aux agents soviétiques, les États-Unis doivent redoubler d'efforts pour gagner le respect et l'amitié des dirigeants nationalistes. » En clair et en creux, Kennedy voulait dire « Mieux vaut d'avoir Kwame Nkrumah et ses amis panafricanistes avec soi que contre soi, car le temps leur donnera certainement raison. » À l'écoute de ce discours, le président Eisenhower aurait murmuré « Kennedy, un petit bâtard. »
La mort de Lumumba et ses conséquences. Après un tel crime, comment regagner la confiance des leaders africains, notamment celle d'un Kwame Nkrumah, qui est inconsolable depuis la mort de son frère Lumumba? Il savait que Nkrumah est écouté et respecté par la plupart des chefs d'État africains et par les indépendantistes du nord ou du sud du continent qui sont en guerre contre les puissances coloniales. Se rapprocher de l'influent leader panafricaniste lui permettrait de gagner la sympathie de la plupart des dirigeants et des nationalistes africains. Kennedy multiplie alors les provocations et les signaux. En mars 1961, il ordonne à son délégué à l'ONU de voter, aux côtés de l'URSS, en faveur d'une commission d'enquête sur les agissements des troupes coloniales portugaises en Angola. Du jamais vu. Washington et Moscou votent pour la même cause. Au Portugal, le dictateur Salazar n'en croyait pas ses yeux et traite Kennedy de toutou des nègres. Pire encore, en avril 1961, Kennedy ordonne à son ambassadeur à Tunis de rencontrer les membres du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, sur le champ. De Gaulle est tellement furieux qu'il a envisagé de reporter la visite de Kennedy avant de se raviser. Kennedy, qui connaissait l'amitié entre Nkrumah, Fanon et Ben Khedda, le président du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, est intervenu, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Tunis, pour ramener Frantz Fanon, atteint d'une leucémie et soigné à Moscou, dans un grand hôpital militaire à Washington. Tenter de soigner l'idole des mouvements afro-américains et le théoricien de la violence contre le colonialisme, dans un hôpital militaire à Washington était un véritable non-sens pour la plupart des dirigeants politiques des puissances coloniales. Par ailleurs, ces provocations et signaux n'étaient pas pour déplaire à Nkrumah et à ses amis panafricanistes. Kennedy et les Africains en général et les panafricanistes en particulier, entre janvier 1961 et novembre 1963, le président américain fait les honneurs de sa résidence à 28 chefs d'État et de gouvernement africains. Chaque fois, Kennedy n'oublie pas de présenter à ses hôtes son épouse Jackie, ses enfants et ses parents. Il voulait coûte que coûte réparer les dégâts causés par la CIA et probablement l'ex-président Eisenhower, en assassinant Lumumba. Tous les chefs d'État et de gouvernements africains, le Ghanéen Nkrumah, le Tanzanien, Nyerere, le Camerounais Ahidjo, l'Algérien Ben Bella, le Sénégalais Senghor, le Guinéen Sékou Touré, le Marocain Hassan II, le Tunisien Bourguiba, le Libérien Tubman, l'Ivoirien Oufouette, le Togolais Olympio et bien d'autres encore ont été invités à sa résidence en présence de son épouse et de ses enfants. D'autres, dont Nkrumah et Nyerere, ont été accueillis dans la maison familiale du clan Kennedy et étaient honorés d'avoir été reçus par les frères et les parents du président, sous le toit de la maison familiale, loin des protocoles stricts et distants de la Maison Blanche. En tout cas, la priorité pour Kennedy, c'est la mise en confiance des élites qui ont capturé l'imaginaire de la jeunesse africaine. Il parle à Nkrumah dans l'espoir de l'éloigner de Khrouchtchev, le numéro 1 soviétique. Les États-Unis doivent-ils financer le grand projet hydroélectrique du Ghana sur le fleuve Volta? Khrouchtchev hésite, quand Kennedy saute sur l'occasion et dit oui. Mais, Nkrumah, vieux routier de la politique, savait au fond de lui-même que tout cela n'allait pas durer et que les forces du mal agissent dans l'ombre pour saborder cette relation d'égal à égal entre les États-Unis et l'Afrique. Kennedy, lui aurait-il fait part lors d'un de ses nombreux entretiens? Nul ne le sait. La relation privilégiée entre Kennedy et les nationalistes africains n'a-t-elle pas probablement échoué sur la dure réalité de la guerre froide? Il est fort possible. En octobre 1962, au plus fort de la crise des fusées à Cuba, Kennedy lâche les indépendantistes angolais afin de garder l'usage de la base aérienne des Açores et de pouvoir mieux surveiller les sous-marins soviétiques qui croisent dans l'Atlantique. En mai 1963, 2 ans après le supplice de Lumumba, Kennedy reçoit à la Maison Blanche mais pas dans sa résidence le général Mobutu, l'un des commanditaires de l'assassinat. Et à Nkrumah, averti quelques jours par Kennedy lui-même, de la visite de Mobutu à Washington de commenter « La politique a ses raisons que la raison ignore ». Kennedy fut assassiné quelques mois après, le 22 novembre 1963. Il fait partie, lui aussi, de la longue liste des assassinats politiques, commis durant la terrible décennie des années 60.